Nous allons commencer cette conférence organisée par Léa.fr. 58% répondent à aider les enseignants et la communauté des enseignants que vous connaissez bien. Il s'agit donc d'une conférence en ligne à l'occasion de la journée de la laïcité aujourd'hui le 9 décembre, qui est intitulée « Continuer à faire vivre les valeurs de la République en classe ». Et cette conférence sera donnée par Mariannick Dubois-Lazarotto. Nous vous la proposons jusqu'à 17 h ou même un peu au-delà si les questions se prolongent. Elle est ouverte à tous les enseignants, et plus particulièrement ceux du cycle 2 et 3. Et permettez-moi de vous présenter Mariannick Dubois-Lazarotto pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Et je suis sûr que d'autres l'ont déjà vu et lu sur Léa. Elle est inspectrice de l'éducation nationale, spécialiste de la laïcité et de l'enseignement laïque des faits religieux. Et dans cette conférence, elle va nous montrer comment faire vivre concrètement les valeurs de la République en classe tout au long de l'année, avec des outils et des approches pédagogiques concrètes, dans un contexte général parfois difficile. Elle est aussi la co-auteure, avec Séverine Fix-Lemaire et Laurent Klein, de l'ouvrage « La laïcité et l'enseignement des faits religieux » qui est paru en 2018 chez Nathan, pédagogie et Léa.fr. Et vous pouvez retrouver tous ces contenus pédagogiques sur Léa.fr dans le grand dossier qui a été lancé il y a plus d'un mois sur la laïcité et comment faire vivre les valeurs de la République en classe. Mais aussi, vous les retrouverez, ces contenus pédagogiques de Mariannick et les échanges avec Mariannick dans la page dédiée à ce webinaire qui existe déjà et sur laquelle nous mettrons en ligne le contenu vidéo du webinaire, ainsi que, encore une fois, tous les contenus pédagogiques. Et surtout, vous pourrez dialoguer avec Mariannick en postant des commentaires sur cette page sur Léa.fr. Voilà, je laisse la parole à Mariannick. Oui, alors bonjour à tout le monde. J'ai l'habitude des conférences où je vois du monde. Là, je me vois pour l'instant toute seule sur mon écran, mais je suis ravie de vous savoir en ligne. Et on m'a présenté comme inspectrice, ce que j'ai été pendant très longtemps. Et je crois que ce soir, je veux surtout me présenter comme une collègue, puisque je me suis toujours sentie dans la classe. Même lorsque je suis devenue inspectrice, j'étais enseignante avant tout. Voilà, alors donc, je remercie bien sûr Nathan de nous proposer ce travail et j'espère donc que vous êtes utile en balayant très rapidement, on va dire, un point qui aborde des éléments de cadrage législatif et ensuite des projets très Allô? Notre conférence, c'est à faire vivre les valeurs donc de la République en classe, continuer. Ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas rester sur on va dire, le traumatisme de l'assassinat de notre collègue Samuel Paty et qu'il faut à la fois garder cela en mémoire et passer à l'action. Donc, ce que je vous propose, c'est une action aussi sereine que possible. Donc, vous prévoyez 2 cycles de travail en janvier-février, février-mars et un aboutissement au projet qui serait au printemps et ça sera donc une fête post-Covid. Voilà, alors j'espère que tout le monde m'entend et si Stanislas veut bien, je veux bien le premier slide. Voilà, donc pour ceux qui arriveraient peut-être un petit peu, enfin juste à ce moment, je rappelle donc les 3 points qui vont nous occuper. Un cadre législatif et réglementaire qui me paraît une prudence minimum pour que vous soyez tous sereins
quand vous allez vous lancer dans ces projets. Et je fais ça à chaque conférence. Donc là, on va le faire d'une façon un peu interactive, mais ça permettra de poser un certain nombre de choses qu'il faut vraiment avoir dans sa valise pédagogique. Si par ailleurs, ça vous manquait sur tel ou tel point, eh bien, ce sondage va vous permettre d'aller chercher d'autres éléments pour compléter vos références. Et ensuite, donc, je parlerai du premier volet du projet, de cette fête républicaine. Et donc, elle est, dans un premier temps, c'est un buffet. Et donc, nous allons réfléchir aux questions de nourriture et entrer par cette universelle et sans qu'il y ait beaucoup de risques à l'aborder en classe. Le deuxième volet vous conduira de façon graduelle vers un enseignement qui aborde les faits religieux et donc des textes religieux. Voilà, alors si on peut passer aux questions en ligne. Les questions vont être affichées. Est-ce qu'on peut passer au… Non, alors, ça ne va pas être affiché, c'est une par une, je crois. Donc, je vous lis la question. Si vous voulez bien, vous cliquez sur vrai et faux, ce qui nous permettra, vrai ou faux, ce qui nous permettrait d'avoir une image de vos références pour savoir si tout le monde est bien au clair. Je suppose que oui, puisqu'il y a eu beaucoup tout de même de questions soulevées dans la presse et donc vous devriez tous avoir 7 sur 7. Bien évidemment, les réponses de chacun n'apparaissent pas. Marie-Annick, Alors, première question. Oui. Marie-Annick, je précise juste à tous ceux qui nous écoutent et qui vous regardent, qu'après ce sondage qui sera intégré donc dans la présentation, et en même temps, les gens peuvent poser des questions dans l'onglet questions pendant votre présentation. Et après la présentation, il y aura une session de questions-réponses. Donc, vous pouvez d'ores et déjà, de toute façon, si vous avez des questions à poser à Marie-Annick, les poser dans l'outil questions, indépendamment de ce sondage. Voilà. Et tout à l'heure, il y aura une session de questions-réponses. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on y va pour la première question. Certains collèges publics peuvent arborer sur leur grille le blason suivant, deux cœurs couronnés surmontés d'une croix catholique. Deuxième question. Alors, la deuxième question apparaît. Pour des raisons de politique étrangère, le président de la République va interdire à Charlie Hebdo de faire des caricatures. Troisième question. La République française est athée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Quatrième question. Quatrième question. Jésus-Christ a existé. Est-ce vrai ou est-ce faux? Cinquième question. Jeanne d'Arc a entendu des voix célestes qui lui demandaient de sauver le roi de France. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Sixième question. Il est permis de lire le passage biblique de la Genèse en classe. Et septième et dernière question. Gravement blessé en sortie scolaire,
Un élève dont les parents sont témoins de Jéhovah ne sera pas transfusé. Voilà. Alors, je pense qu'on peut fermer pour avoir une image de vos réponses. Et je vais vous donner, bien évidemment, et la réponse et la justification rapide en quelques termes qui sont autant d'ancrage au sens intellectuel pour le travail que vous allez faire dans ce projet qui défend la laïcité tout en n'oubliant pas d'aborder les questions d'enseignement des faits religieux, c'est-à-dire les connaissances sur les faits religieux. Alors, première question, est-ce qu'on peut avoir le résultat? Est-ce que les collèges de Vendée peuvent porter sur leur grille un blason avec des cœurs vendéens, une couronne républicaine et une croix catholique? Alors, les réponses sont, étant donné que 75% des gens qui suivent le webinaire ont voté, ce qui est énorme, donc 21% d'entre eux disent que c'est vrai et 79% que c'est faux. Voilà, alors je donne la réponse. La réponse, c'est vrai. Donc, il est tout à fait possible d'avoir sur un collège public récent une croix catholique, puisque c'est le blason traditionnel de la Vendée, et que cette question a fait l'objet, comme c'est normal, de discussions âpres en tribunal. Il a donc fallu qu'intervienne la justice pour décider si ce blason était culturel ou cultuel. Ce blason est jugé culturel et il n'est ni sécessionniste ni un outil pour vous transmettre la foi catholique. Il est culturel et donc cette distinction culturelle cultuelle est le premier ancrage que je vous propose. Réponse, c'est vrai. Bravo à ceux qui ont trouvé. Deuxième question. Alors, la deuxième question, la réponse est à 100% pour 79% des gens qui ont voté. 100% d'entre eux ont considéré que c'était faux. Bon, alors, vous avez tous raison, et heureusement, mais c'est important de savoir pourquoi, puisque une grosse partie du monde à l'extérieur, vous savez que ça fait un problème diplomatique, et que, y compris nos amis démocratiques britanniques et américains ont des doutes. Donc, là, la raison de tout cela, c'est pour nous la séparation des pouvoirs. Ça, c'est la réponse et l'explication pour les pays qui ne sont pas encore démocratiques et qui ne séparent pas les pouvoirs. Je n'ai pas parlé là de séparation Église-État, je parle de séparation des pouvoirs constitutionnels. Et bien évidemment, notre président n'a pas le pouvoir législatif qui lui permettrait de modifier tout seul les lois, et notamment les lois qui encadrent la presse. Bravo à tous, mais n'oubliez pas la justification. Troisième question. La République est-elle athée? Voilà, la République française est-elle athée? Donc, 76%. La République française est athée. Voilà, 76% de votants, toujours un pourcentage fort, et 26% qui disent que c'est vrai et 74% qui disent que c'est faux. Bon, alors, la République n'est absolument pas athée. Elle n'est pas non plus chrétienne, elle n'est pas non plus musulmane, elle n'est pas non plus agnostique. Elle est séparée de la question des religions. La République est publique. Elle s'appuie donc non pas sur des convictions, mais sur des éléments rationnels que nous partageons tous. Et attention, la confusion entre le fait que notre République soit séparée et l'opinion selon laquelle elle serait athée est un des gros problèmes qui peut être difficile à vivre à l'école et c'est aussi un des problèmes internationaux actuellement. Notre République n'est pas athée et elle garantit à chacun l'exercice de sa conviction. C'est-à-dire que si vous avez des convictions religieuses, la République vous garantira de pouvoir les exercer.
par exemple en vous autorisant à défiler sur les Champs-Élysées lors d'une procession religieuse, mais comme elle défend également les convictions qui ne sont pas religieuses, alors vous aurez l'obligation de passer par le ministère de l'Intérieur, qui est aussi celui des cultes, pour que la République organise la circulation, que vous puissiez circuler librement si vous ne voulez pas participer à cette manifestation religieuse. Donc, la République n'est pas athée, elle est séparée des religions, elle est séparée des églises et de l'État. Et j'en profite pour insister sur le pluriel. La loi de 1905 que nous célébrons aujourd'hui pose le principe de la séparation des églises et de l'État, et le pluriel veut dire Église catholique, Église protestante et toutes autres organisations religieuses. Quatrième question. Alors, la quatrième question. Jésus-Christ a existé, vrai ou faux? Alors, 71% de votants, 80% pour qui c'est vrai et 20% pour qui c'est faux. Bon, alors, c'est une question d'enseignant. Attention, un enseignant est dans la connaissance, donc il doit vérifier ce qu'il annonce. Si vous annoncez Jésus-Christ a existé, il y a une partie de la réponse, enfin une partie de la phrase qui est mal libellée. Si vous dites Jésus a existé, alors oui, Jésus est un personnage historique qu'on retrouve dans les annales romaines avec un certain nombre d'événements politiques et sa condamnation essentiellement en termes de connaissances pour agitation politique contre l'autorité romaine. Si vous dites, ou si vous laissez écrire, ou si vous laissez lire dans un document pédagogique Jésus-Christ, à ce moment-là, vous faites allusion avec le mot Christ à sa fonction et à son statut religieux. Donc, lorsque vous êtes enseignant, vous devez dire Jésus a existé, mais Jésus-Christ, ça renvoie à une fonction religieuse qui ne correspond pas à ce que l'école peut enseigner, puisque cette fonction religieuse, on ne peut pas la vérifier, ce n'est pas une connaissance. Alors, j'en profite au passage pour les curieux, pour leur dire que Abraham n'a pas d'existence historique pour l'instant vérifiée. Donc, Jésus est un personnage historique. Jésus-Christ, si vous gardez Christ, c'est une fonction religieuse, donc on a confusion des deux. Et si on regarde Abraham, on n'en a qu'une existence symbolique, littéraire et religieuse, dans des sources qui ne sont pas toutes des sources historiques. Cinquième question. La cinquième question, 75% de votants, et à la question de savoir si Jeanne d'Arc a entendu des voix. 58% répondent vrai et 42% répondent faux. Bon, alors, c'est un peu l'illustration de la question précédente. Cette façon d'écrire les choses, Jeanne d'Arc a entendu des voix, vous la trouverez dans beaucoup de supports scolaires, mais aussi sur les écrans, sur des documents que vous pouvez avoir en ligne. Et pour des enseignants, c'est un lieu de confusion. Donc, il faut dire, Jeanne d'Arc, qui est un personnage historique, dit qu'elle a entendu, puisque l'existence de voix célestes lui donnant sa mission n'est pas un fait historique. Donc, Jeanne d'Arc, personnage historique, dit, prétend, croit, ouvrez les guillemets, j'ai entendu des voix qui m'enjoignent d'aller sauver le roi de France, lequel à l'époque était tout puissant avec confusion de tous les pouvoirs et en plus ces pouvoirs d'origine, enfin s'appuyant sur un droit divin. Dernière question, ou avant-dernière, je m'y perds, sixième, pardon. La sixième, c'est l'avant-dernière. Donc, est-ce qu'il est possible de lire la Genèse en classe, vrai ou faux? Voilà, 77% de votants, toujours des gens bien motivés, et 80%, 85% qui répondent vrai et 15% qui répondent faux. Voilà. Alors, la réponse est vraie, mais
certainement pas en présentant cela comme un objet de foi. Donc, première précaution. Deuxième précaution, il n'est pas question d'aborder en classe la question de la vérité scientifique de ce texte. Il ne relève pas d'une connaissance, et pour les enfants d'âge élémentaire, je dis toujours, il ne relève pas d'une connaissance, c'est-à-dire de ce que l'on peut vérifier. Ce qu'évoque la Genèse est pour l'instant hors du domaine scientifique. Néanmoins, ces textes existent et on peut donc tout à fait les présenter comme éléments du patrimoine, ce que je ferai tout à la fin de cette conférence pour vous y encourager. Voilà. Alors, septième et dernière. Alors, la septième et dernière question. Gravement blessé en sortie scolaire, un élève dont les parents, alors c'était Sont témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, ne sera pas transfusé. Alors, la réponse est… Et là, 39% qui répondent vrai et 61% qui répondent faux. Bon, alors voyez, c'est compliqué parce que là, on se trouve au nœud de la laïcité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit respecter dans les convictions des parents. Alors, la République respecte toutes les convictions, toutes les religions et toutes les philosophies, mais elle pose des lois qui sont supérieures à un certain nombre de convictions religieuses. Alors, dans ce cas-là, les témoins de Jéhovah, effectivement, s'opposent personnellement aux transfusions, mais vous, en tant que citoyen français, vous êtes tenu à assister toute personne en difficulté, et quand quelqu'un a un malaise dans la rue, vous ne lui demandez pas sa conviction. A fortiori pour un élève, lorsqu'il est blessé, il est sous l'autorité de l'État et il sera transfusé. Si les parents s'y opposent, le procureur de la République se substitue provisoirement à leur autorité le temps de sauver l'enfant. C'est donc une illustration de la primeur que prend la loi et les choses publiques et relevant de l'État et qui donc s'appliquent à tous pour des raisons scientifiques et rationnelles. Et c'est une illustration de la neutralité de l'État dont l'école fait partie. Voilà, alors si on peut passer donc à la diapositive qui résume tout cela, c'est 7 points que je vous engage donc à éventuellement aller revoir dans les références qui sont les vôtres. C'est vraiment un corpus qu'il faut partager pour se lancer tranquillement dans un travail qui associe les élèves et les parents sur des contenus qui vont être de plus en plus sensibles dans la progression que je vous propose. Alors, la diapositive qui résume le rôle de l'enseignant, est-ce que vous voulez bien l'afficher? Oui, je pense que c'est bon. Alors, moi, je ne la vois pas, donc je ne sais pas pourquoi je ne vois plus. Bon, la diapositive est affichée. Ça y est. Voilà. Donc, avec les 7 éléments que nous avons balayés rapidement, vous pouvez du coup expliciter aux parents votre rôle et ça sera important de le faire pour lever toutes les confusions et tous les amalgames. L'école ne s'occupe pas de foi, donc vous n'en parlez pas, même si vous pouvez évoquer qu'il existe plusieurs fois. Vous respectez les convictions des familles, mais dans les convictions, mais dans les limites républicaines. Il y a des pratiques religieuses qui sont illégales en France. Et donc, j'ai cité celle des témoins de Jéhovah lorsque leur enfant est en danger, mais vous pouvez penser aussi à des mutilations sexuelles traditionnelles ou à d'autres éléments ou au rôle de la femme, par exemple, qui quelquefois introduit une hiérarchie, on va dire, entre l'État et la religion. Et puis, l'enseignant, il a un programme national de connaissances. Il doit aussi donner des méthodes pour penser et il est fondé à montrer qu'il y a plusieurs façons d'envisager la vie et les réponses que l'on fait à la fois dans le quotidien pour vivre ensemble
et aussi pour la philosophie qu'on peut développer autour de cette affaire. Alors, on peut passer à la diapositive suivante et à la première partie du projet que je vous propose. Donc, le projet que je vous propose illustre le fait que nous sommes à l'école publique. Donc, école publique, ça veut dire qu'on y apprend des connaissances et des valeurs, et que c'est public, donc c'est au sens de non-discrimination dans notre République. Donc, tout le monde peut être partie prenante et bénéficier de ce projet et apporter sa participation. Donc, je vous propose de prévoir une fête d'école post-Covid. Alors, ça nous amène au mois d'avril ou mai, quand nous serons tous vaccinés, si les choses se déroulent au mieux. Et cette fête aura 2 volets. Alors, un premier volet qui est universellement vous faire manger de cette. Le fait que lorsque vous voulez faire connaissance avec quelqu'un, eh bien, en général, vous lui offrez à manger ou à boire et vous lui faites de la conversation. Le deuxième projet, enfin le deuxième volet du projet, c'est donc un volet de partage de connaissances, de partage de traditions, de la même façon que vous le feriez quand vous êtes en train de voyager et que vous allez déjeuner chez un hôte qui a des cultures et des façons de faire très différentes. Eh bien, vous allez accepter d'être à sa table et d'évoquer la façon dont vous êtes habitué à vivre. Voilà, alors, cette question toute simple, pour faire connaissance ou faire la fête et pas vous exposer à manger votre table, eh bien, ça paraît très simple et en fait, ça ne l'est pas. Alors, c'est universel, encore une fois, puisque boire et manger, c'est un besoin, quelle que soit notre communauté de naissance, et c'est aussi là que se sont produits les premiers échanges humains. Alors, comme ce n'est pas simple, je vous donne un exemple avant que nous voyions comment Voltaire nous propose de décrire cette affaire. Mais si vous avez des amis britanniques, vous ne leur ferez pas tout de suite des grenouilles en plat, hein, des cuisses de grenouille, puisque ça ne sera peut-être pas l'affaire la plus, comment dire, élégante. Alors, si vous voulez inviter vos amis britanniques d'une façon diplomatique, je vous conseille de partir du texte de Voltaire. Alors, je veux bien qu'on l'affiche. Et pendant que je vais vous le lire, parce que peut-être certains ont des petits écrans, voilà, je vous propose de faire une écoute active, c'est-à-dire de relever 3 points ou d'avoir 3 questions en tête. Première question, quels sont les points sensibles qui vont être évoqués par Voltaire? Et je rappelle que Voltaire vivait sous une royauté de droit divin qu'il envoyait à la Bastille chaque fois qu'il parlait un peu trop fort ou qu'il écrivait un peu trop haut. Donc, première question, quels sont les points sensibles mis en avant par Voltaire? Deuxièmement, pensez-vous que vous pourriez parler et lire ce texte, parler de ce texte et le lire en salle des maîtres, donc en réunion de profs d'école? Et troisièmement, est-ce que vous vous voyez le lire en classe? Je vous le lis. Donc, il s'agit d'un extrait de Zadig. Et Zadig est à plusieurs destinées. À ce moment du texte, il arrive en tant que caravanier dans une foire en Orient. Et il va, le deuxième jour, se trouver à table avec plusieurs personnes, dont les personnages qui arrivent ici, et dont un Égyptien qui est extrêmement en colère parce qu'il essaie de vendre une momie et il n'a pas réussi à vendre cette momie. L'Égyptien était prêt de manger d'une excellente poule bouillie, quand l'Indien, le prenant par la main, s'écria avec douleur: « Ah, qu'allez-vous faire? » « Manger de cette poule, dit l'homme à la momie. »« Gardez-vous-en bien, dit le Gangaride. Il se pourrait faire que l'âme de la défunte fût passée dans le corps de cette poule, et vous ne voudriez pas vous exposer à manger votre tante. Faire cuire des poules, c'est outrager manifestement la nature. » « Que voulez-vous dire avec votre nature et vos poules? Reprit l'Égyptien.
Nous adorons un bœuf et nous en mangeons bien. Vous adorez un bœuf? Est-il possible? Dit l'homme du Gange. Il n'y a rien de si possible, répartit l'Égyptien. Il y a 35 000 ans que nous en usons ainsi et personne parmi nous n'y trouve à redire. Ah, 135 000 ans, dit l'Indien, ce compte est un peu exagéré. Il n'y en a que 80 000 que l'Inde est peuplée et assurément, nous sommes vos anciens. Brahma nous avait défendu de manger des bœufs avant que vous vous fussiez avisés de les mettre sur les autels et à la broche. Vous vous trompez, dit un Chaldéen qui était près de lui. C'est le poisson Onanès qu'on doit adorer. Et il est juste de ne rendre qu'à lui ses hommages. Tout le monde vous dira que c'était un être divin, qu'il avait la queue dorée avec une belle tête d'homme et qu'il sortait de l'eau pour venir prêcher 3 heures par jour. Il eut plusieurs enfants qui furent tous rois, comme chacun sait. J'ai son portrait chez moi, que je révère comme je dois. On peut manger du bœuf tant qu'on veut, mais c'est assurément une très grande impiété que de faire cuire du poisson. D'ailleurs, vous êtes tous deux d'une origine bien trop noble, bien trop peu noble et trop récente pour me rien disputer. La nation égyptienne ne compte que 135 000 ans et les Indiens ne se vantent que de 80 000, tandis que nous avons des almanachs de 4 000 siècles. Croyez-moi, renoncez à vos folies, je vous donnerai à chacun un beau portrait d'Onanès. Voilà. Alors, les réponses, on va les garder pour le débat tout à l'heure ou bien pour les questions que vous allez poser, mais est-ce que vous avez bien repéré les premiers problèmes que Voltaire suppose autour de cette table et il nous oblige donc à réfléchir pour fabriquer notre buffet républicain qui ne devra exclure personne. Donc, je pense que tout le monde a repéré le premier problème des interdits religieux. Le deuxième élément que suggère Voltaire à la fin du texte, c'est quel est l'âge de notre monde et du coup, y a-t-il une sagesse qui s'imposerait par droit d'aînesse? Et puis, quel compte adopter? Donc, ça fait déjà 2 entrées que vous pouvez utiliser en classe. Sur ces 2 entrées et sur ce texte lui-même, il faut en avoir parlé avec vos collègues parce que bien que ce soit un texte d'un autre siècle, l'intelligence de Voltaire sur la philosophie des Lumières, hein, dont il est un représentant que vous connaissez tous, eh bien, est encore tout à fait valable pour entrer dans un problème actuel et y voir clair. Mais comme c'est un texte patrimonial, ce n'est pas votre avis, vous pouvez l'amener comme base de discussion. Et ensuite, est-ce qu'on peut l'adapter en classe? Alors, ma réponse c'est oui, mais vous pouvez le réécrire pour le rendre lisible par les enfants selon l'âge qu'ils ont. Les réponses à travailler ou pas avec eux. En tout cas, ce texte est un texte patrimonial et il nous dit eh bien, qu'il y a un certain nombre de choses un peu compliquées avec la nourriture. Ça vaut peut-être la peine d'aborder en classe ces complications pour qu'on puisse vivre ensemble sans quitter la table. Alors, j'espère que vous arrivez à me suivre. Et donc, le projet pour sa première partie consiste donc à entrer par l'alimentation, à utiliser le texte de Voltaire et comme on prévoit ce projet de façon institutionnelle, c'est-à-dire en équipe d'école, eh bien on peut l'annoncer aux parents, c'est le directeur ou la directrice qui s'en charge, ou on en parle en conseil d'école, on demande aux parents leur contribution parce que ce que l'on voudrait finaliser, c'est un carnet de recettes républicaines. Et autre façon de le dire, qu'est-ce qu'on pourrait manger ensemble au printemps prochain sous la forme d'un buffet froid et je vous conseille que ce soit des portions individuelles. Donc, il faut des recettes portionnables que tout le monde pourrait consommer dans la bonne humeur sans que personne ne soit exclu du banquet républicain. Voilà, l'idée étant symboliquement de montrer qu'on peut tous avoir des cuisines différentes,
des façons de manger ou de s'interdire des choses différentes qui sont l'héritage de nos communautés de naissance, mais que parce qu'on est dans la philosophie républicaine française des Lumières, on dépasse ces données de naissance ou ces cultures communautaires pour viser une culture universelle qui serait ce que les humains partagent de façon universelle, quelle que soit la langue, la culture et les habitudes ou les traditions dont ils ont hérité dans leur enfance. C'est la fin de la première étape du projet. Donc, entrer par la question alimentaire, prévoir une fête, demander à tout le monde la participation à des recettes et, si possible, donc, faire ça avec l'ensemble de la communauté scolaire qui est la vôtre, en demandant aux parents leur participation, sous la forme, par exemple, quel type de plat pourrions-nous faire ensemble ou envisager avec les élèves, puisque les élèves seront là, et les enfants peuvent être les relais de cette question. Si papa, maman devaient nous aider à faire ce buffet, qu'est-ce qu'ils proposent de faire eux-mêmes ou qu'est-ce qu'ils nous proposent de faire pour que ça soit réussi. Peut-être que certains vous diront qu'il faudrait éviter certains aliments et qu'ils iront jusqu'à l'exprimer. Et puis pour d'autres, eh bien, vous allez le deviner entre les lignes. Et bien sûr, vous êtes aussi du côté scientifique. Vous n'oubliez pas les allergies. Vous n'oubliez pas les questions durables scientifiques sur notre planète et vous n'oubliez pas les connaissances que vous allez avoir ou vous constituer sur un certain nombre de religions encore actuelles. J'espère que ça va pour ce premier volet du projet. On passe au second. Si vous voulez bien nous donner le slide suivant. Voilà. Alors, ce magnifique Bouddha me permet donc d'introduire le deuxième volet, qui est le volet « Partageons nos philosophies, nos religions, au moins en partie, et nos formes de sagesse qui nous permettent de vivre ensemble ». Alors, vous savez que le bouddhisme, on discute beaucoup pour savoir si c'est une religion ou une philosophie de vie. Le bouddhisme ne donne pas forcément de réponse totale sur ce qui s'est passé au tout début, sinon je pense que nous le saurions. Mais en tout cas, chaque fois qu'on entre dans la présentation de faits religieux, il ne faut pas rester dans un regard seulement occidental et seulement dans nos monothéismes dominants. Donc, nos monothéismes tirés de la Bible, j'entends donc les juifs, les chrétiens et les musulmans. Donc ça fait, c'est la sphère des monothéismes occidentaux. À côté de ça, il y a toute la pensée orientale qui tourne autour du bouddhisme ou de l'hindouisme, mais il y a aussi d'autres philosophies. Et puis, vous avez aussi toute une partie mythique ou mythologique avec donc des traditions culturelles qui peuvent être encore très vivantes, mais qui ne se prétendent pas forcément religieuses, donc qui n'ont pas forcément de culte, mais qui souvent donnent des explications du monde qui peuvent être contre-scientifiques ou contre-productives pour ce qui est de notre mission d'école, à savoir distinguer ce qui est le croire et le savoir. Et donc, à partir donc de ce Bouddha, je vous fais entrer dans le deuxième volet de notre projet, qui pourrait être que la conversation autour du buffet républicain portera sur quelques grandes traditions religieuses d'une part, et en contrepoint sur un certain nombre de savoirs scientifiques qui sont partagés universellement. Et ces deux grands champs de connaissances ne s'opposent pas forcément, puisque la science n'a pas pour objet de dire si les religions ont vrai et juste sur tout, elle a pour objet de construire des
connaissance selon une méthodologie qui est universellement partagée, et les connaissances et les religions ou les traditions qui ne sont pas des connaissances, eh bien, elles ont souvent comme vocation non pas de nous faire une leçon de science, mais de nous faire une leçon de vie et une leçon de vie et de mort, hein, c'est-à-dire de répondre aux grandes questions ou à la grande question que faisons-nous sur cette planète et où allons-nous si jamais cette question peut avoir une réponse un jour. En tout cas, en attendant d'avoir la réponse, il y a un très, très grand nombre de réponses. Et ça, c'est un fait. Il y a une série de réponses extrêmement diverses à la question soulevée par Voltaire à la fin de son texte, c'est-à-dire depuis quand le monde existe-t-il et où est-ce qu'il a démarré, comment est-ce qu'il a démarré. Donc, cette diversité, c'est un fait de connaissance ou un fait culturel. Vous pouvez donc vous appuyer sur cette connaissance et c'est à la base d'une des compétences que l'on construit jusqu'à la fin de l'école obligatoire, donc dans le socle commun, pour que nos élèves deviennent des citoyens capables de penser et de choisir à la fois leur vote et leur façon de vivre. Il faut qu'ils aient des ouvertures sur la diversité des cultures et donc la diversité des réponses à la question de l'origine du monde. Je vous propose donc, en ayant repéré les 3 éléments que j'indiquais, à savoir ce qui est globalement occidental, ce qui ne l'est pas, ce qui est et ce qui est mythique ou mythologique. Donc ça, c'est un premier triptyque. Je vais vous donner quelques entrées, puisqu'il faut présenter ce triptyque en classe. Et à côté, il faut insister sur la construction des connaissances, sans vouloir forcément opposer les deux, mais en distinguant bien le fait que les textes scientifiques donnent des réponses tout à fait fermes et universelles, même si elles peuvent être ensuite remises en cause par d'autres éléments universellement acceptés. Et quant aux textes religieux, ils fournissent des éléments qui ne sont pas forcément logiques et qui laissent place à l'interprétation personnelle et individuelle ou à l'interprétation des parents. Et donc l'école, son rôle, c'est travailler sur les compétences, montrer la diversité des interprétations et renvoyer avec de jeunes enfants aux parents qui ont la liberté d'éduquer leurs enfants dans l'interprétation religieuse ou non qui leur convient. Alors, je voudrais le slide suivant, si vous voulez bien, puisque je vais vous lire, étant donné l'heure, une toute petite partie du début d'un mythe qui est un mythe africain. Et vous pouvez tout à fait aller chercher des mythes de toute culture, grecque, latine, mais vous pouvez aussi aller voir des civilisations suivies par Lévi-Strauss ou toutes sortes d'autres anthropologues. Et voilà, le pays d'Ogon, donc en Afrique, qu'est-ce qu'on raconte? À l'origine de toute chose était Ama, Dieu, et rien d'autre n'existait. Ama commença par dessiner dans l'espace le plan du monde. Il utilisa les 266 signes sacrés. À l'intérieur d'un œuf, il superposa 4 matières: l'eau, l'air, l'eau, le feu et la terre. De cet assemblage naquit une petite graine, la graine d'acacia. Mais les 4 éléments ne tenaient pas bien ensemble. L'eau s'échappa et le premier monde d'Ama échoua. Alors, il arrive toutes sortes de choses. Dieu, Ama, décide de faire un deuxième monde. Il décide de créer des êtres parfaits qui seraient des jumeaux. Malheureusement, un des jumeaux s'échappe avant terme et va devenir le trublion du monde, puisqu'il crée tout seul la planète Terre. Et depuis que ce trublion a échappé au plan de Dieu, le jour, l'eau, la fécondité, l'agriculture, la vie et l'ordre, qui sont les principes de Nomo, luttent contre la nuit, la sécheresse, la stérilité, la nature sauvage, la mort et le désordre.
dans d'autres mythes, ce n'est pas un renard qui crée tout ce désordre, c'est par exemple un serpent. Alors, je vous renverrai ou nous vous laisserons ces documents en ligne pour que vous puissiez les lire. Je veux bien qu'on passe au suivant, si vous voulez bien, puisque à côté de ces mythes, il faut absolument renforcer les connaissances scientifiques. Alors, je pense que vous avez tous reconnu ici une photo qui a été prise par la mission Planck, qui était une mission européenne en collaboration avec donc la NASA. Et cette mission a permis d'aller prendre dans l'espace des photos, ou en tout cas une représentation photographique du rayonnement fossile. Et le rayonnement fossile, qui a été découvert au milieu du… Enfin, il y a entre 30 et 40 ans, on va dire, selon les travaux successifs. Ce rayonnement fossile prouve la véracité de la thèse du Big Bang. Et ces photos sont une photo via la lumière qui nous parvient actuellement et via le rayonnement fossile, une photo de l'état du cosmos quelques milliers d'années après le Big Bang. Et ça donne donc une image de ce que pouvait être le monde avant que les planètes et les galaxies ne soient organisées et que nous puissions les observer. Donc, on peut passer au slide suivant, puisque la référence que vous pouvez utiliser en classe pour expliquer ce que c'est que cette photo, c'est les travaux d'Hubert Reeves. Alors, j'ai pris celui-là, mais vous pouvez prendre d'autres scientifiques. En tout cas, Hubert Reeves, à partir de la mission Planck, et des photos rapportées par les sondes spatiales, du coup, crée une datation et donne l'histoire partielle, mais en tout cas une histoire scientifique de la manière dont l'univers aurait pu se constituer. Donc, et avec une datation en milliards d'années. Et puis l'idée donc du Big Bang, d'un éloignement des galaxies, et à peu près 14 milliards d'années. On peut passer la diapo suivante, le slide suivant. Voilà. Et du coup, ce scientifique nous dit aussi que pour ce qui est de l'avenir du cosmos, on n'en sait rien. Et pour ce qui est de la vie sur Terre, donc il la date pour arriver jusqu'à la biologie, eh bien, on s'aperçoit que ce qui est la matière vivante, non, ça c'est trop tôt. Merci. Que donc ce qui est vivant, la matière vivante, ben, c'est extrêmement peu de temps dans l'histoire scientifique de l'univers. Et donc, c'est très important de renforcer auprès des enfants, pendant les 2 cycles de travail que je vous propose de faire, à la fois les connaissances scientifiques qui sont actuellement nos universaux et qui ne sont pas pour l'instant discutables puisqu'elles sont scientifiquement observables et vérifiables, et puis d'enrichir chez les élèves toujours bien, tout ce qui est la richesse culturelle et les différentes visions de l'univers. Alors, si vous faites à la fois le renforcement des connaissances et l'enrichissement des mythes et des différentes façons de répondre à cette question sans les juger, puisque ce n'est pas le travail de l'école, eh bien, vous pourrez tout à fait lire au bout de quelques séquences avec les enfants et donc séances de travail, à la fois artistiques et littéraires, le texte de la Genèse. Alors, on va l'afficher, même si je vais là aussi le lire très vite pour vous laisser poser des questions, parce que les 2 récits de la Genèse, ben justement, ils sont 2. Alors, si vous voulez lire la Genèse en classe, vous serez obligé de faire une réécriture du texte parce que les textes eux-mêmes sont d'un abord difficiles puisqu'ils sont anciens, mais il existe des traductions très récentes et scientifiques sur 30 ans de travaux qui ont permis une publication en 2015. Et donc, donc on peut travailler à partir de ces textes et notamment pour montrer qu'il y a au moins 2 versions. Alors,
on peut dire qu'il y a deux versions, mais bien sûr, l'interprétation de ces deux versions ne relève pas de l'école. Donc, vous pouvez juste évoquer aux enfants que pour ce qui est des religions monothéistes appuyées sur la Bible, quand on pose la question des origines, on a, dès l'entrée du livre qui s'appelle la Bible, deux versions. Voilà, alors la première et les deux versions se distinguent notamment par l'arrivée des créatures. Dans la version 2 que vous avez sous les yeux, Adam est créé au début. Et Adam, ça veut dire la première personne humaine. Puis le reste de la création suit. Et l'histoire du serpent est dans cette deuxième version. Et si on revient à la première version, si on peut revenir en arrière avec le PowerPoint, c'est bien, vous allez vous apercevoir que ce que Dieu crée en premier, ce n'est pas les êtres humains, c'est le monde entier. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc le premier jour, c'est la lumière et le firmament. Et tout à la fin, le septième jour, le sixième jour, il crée l'homme, la première personne humaine, homme et femme, et il se repose le septième. Donc les deux versions sont posées, même pour les monothéistes, dans une diversité. Qu'est-ce qu'ils proposent de faire? Voilà, je vous propose de passer, je me propose d'arrêter là pour qu'on ait quelques minutes d'échange au moins. On peut mettre la dernière, voilà, la dernière slide qui rappelle le projet. Un volet qui entre par les questions d'aliments et qui reste simple et abordable par tout le monde et qui peut associer les parents. Et ensuite, des ouvertures culturelles à la fois sur ce qui n'est pas occidental et puis à côté des éléments qui vous amènent à la Genèse, comme le plafond de la Sixtine vous le propose. Marie-Annick, merci beaucoup. Je vais essayer de regrouper les questions parce que on a pas mal avancé. Il y a une première série de questions qui concernent en fait le caractère historique de personnages comme Jésus-Christ, en référence au questionnaire au début, comme Jésus-Christ ou Mahomet. Nathalie, par exemple, s'interroge pourquoi, dans ce cas-là, on enseigne des dates avant Jésus-Christ, si Jésus-Christ est un personnage historique ou pas. Bon, là, vous avez parlé de la dénomination. Ensuite, Sophie s'interroge sur quid du calendrier grégorien et de la référence à Jésus-Christ dans le même esprit. Et d'autres aussi s'interrogent sur le côté historique du personnage de Mahomet, Olivier, ainsi que Laetitia. Voilà, ça, ce sont des questions qui tournent autour du côté historique de ces personnages, à préciser peut-être. Alors, je peux répondre rapidement deux choses. Comme je dis personnage historique, c'est au sens des historiens actuels, donc de l'histoire moderne, c'est-à-dire qu'on peut trouver soit des traces archéologiques, soit des traces dans des écrits qui sont reconnus comme historiques. Et la plupart des souverains de l'Antiquité, heureusement, faisaient graver un certain nombre de choses, soit sur des pierres, soit faisaient tenir des annales. Et pour l'Empire romain, on a des annales de ce qui se passait en Palestine, et notamment donc la manière dont les empereurs gardaient, imposaient leur autorité en Palestine où se trouvait une partie de population juive et où les conflits de loyauté ont commencé à se poser. Hein, je vous rappelle, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En tout cas, le personnage de Jésus est attesté dans les annales écrites à l'époque, donc en latin, et les historiens considèrent que donc c'est des preuves scientifiques. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments architecturaux qu'on peut retrouver avec les travaux de l'archéologie. Alors, quand on dit Jésus-Christ, on devrait donc dire Jésus. Sauf que en tout cas en Occident, nos repères sont aussi historiques et ils ont été construits au Moyen-Âge, au moment où la religion et l'État n'étaient pas séparés. Donc, notre calendrier grégorien démarre à Jésus
Christ parce qu'il a démarré et il a été institutionnalisé à un moment où la religion et le pouvoir et la science étaient un tout mêlé. Donc, pour ce qui est donc de l'historicité de Mahomet, il semble qu'elle soit tout à fait attestée et qu'on ait trace de ses voyages entre la Mecque et Médine. Par contre, ces propos, comme ceux du Christ, ils ont été réécrits ou en tout cas transmis de telle façon qu'on peut porter sur ces écrits un regard plus ou moins scientifique et pour certaines religions, porter un regard scientifique sur les écrits peut être déjà quelque chose de blasphématoire, puisque certains de ces écrits sont considérés comme venant directement du ciel pour les croyants. Bien évidemment, la critique historique de ces textes existe, et y compris la critique stylistique, hein, voire la critique se fondant sur l'évolution de la langue. Et on relève actuellement peut-être justement des erreurs de traduction entre l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin et le français. Merci beaucoup, Marie-Rénique. Vous avez répondu par là même à la question de Christelle qui portait sur la connotation religieuse du mot Christ et à toute cette série de questions autour de ce thème. Il y a une question qui touche le buffet et Lucille s'interroge et demande si pour le buffet, doit-on centrer sur des plats consommables par tous, auquel cas on exclut le porc, point d'interrogation, la viande, ou au contraire, propose-t-on une alternative avec une version avec ou sans viande? Voilà. Alors, c'est une très bonne. Alors, c'est une très bonne, effectivement. Là, on est dans un projet qui doit toucher tout le monde. Donc, on n'est pas seulement dans le projet d'enseignement de l'école. Si on veut toucher tous les parents et que tout le monde puisse participer, il faut au moins qu'il y ait effectivement un choix. Ou alors, autre façon de faire, ce qui permettra de ne pas du tout éliminer ni le porc, ni le poisson selon Voltaire, ni le bœuf selon les hindous, il faudra étiqueter chaque élément du buffet, c'est-à-dire qu'il faut que la recette soit là. Alors, quiche aux asperges, et là on met les ingrédients comme lorsqu'on achète ce produit en supermarché. Donc, est-ce qu'il y a de la crème? Est-ce qu'il y a du lait? Est-ce qu'il y a autre chose que des asperges? Et on peut tordre donc, dans un esprit républicain, la quiche lorraine, qui ne pourrait pas être consommée par tout le monde. Mais si on fait des quiches lorraines, alors il faut une quiche végétalienne ou végétarienne, ou qui évite de mettre à l'écart des personnes qui ne pourraient pas en consommer. Et puis, afficher les ingrédients, ça permet aussi d'éviter les questions d'allergie. Beaucoup. Il y a une autre question, en fait, de Lucille, toujours, mais elle revient sous d'autres formes. C'est pour ça que je la pose au nom de tous. Quelle réaction face à des familles qui s'opposent à l'enseignement de certaines connaissances scientifiques, par exemple dans le domaine de la reproduction? Voilà, alors ça, ce n'est pas possible de laisser des familles s'opposer, puisque on est là dans le fait que la République donne comme mission à l'école de donner des connaissances et de les donner à tous. Du coup, il faut anticiper sur cette question et faire connaître les programmes et l'ensemble des programmes, par exemple en début d'année au moment de la réunion parents-prof, ou lorsque l'on va faire un travail spécifique, notamment sur les modes de reproduction ou l'alimentation ou les croyances, il faut l'annoncer très longtemps à l'avance pour que vous puissiez, et puis en indiquant que donc les propositions des parents seront les bienvenues et que s'il y a des questions, vous êtes ouverte à ces questions. Ce qui veut dire que telle famille qui trouverait inconvenant que vous parliez de la reproduction et que éventuellement vous parliez ensuite de l'évolution des espèces,
vous pouvez peut-être les recevoir avant ou essayer de bien préciser votre rôle en expliquant que vous êtes sur la question des connaissances scientifiques, mais que pour ce qui serait de la création générale du monde, laquelle n'est pas vérifiable, n'est pas une connaissance, vous n'êtes pas là pour vous prononcer sur cette foi. Donc, on ne recule pas, et là, l'école a très souvent trop reculé de peur d'être frontalement opposée à des croyances. Il faut le dire aux parents, s'ils sont à l'école publique, ils acceptent une vision non fanatique de leur religion et donc ils acceptent au moins en partie la séparation entre ce qui est universel, connu, vérifiable et ce qu'ils peuvent penser ou croire. Mais il faut quelquefois pour des parents un sas où on leur explique ça avant d'être au conflit. Je rappelle que dans certains pays, la séparation des pouvoirs n'existe pas. Et la visite récente là, de l'accueil par notre président, du président égyptien, vous avez bien vu que les deux ont tenu leur rôle. Eh bien, il y a effectivement dans un pays une place de la religion qui n'est pas la nôtre en France. Et c'est conflictuel. Il y a un certain nombre de pays, et il y en a beaucoup, qui ne signent pas la Déclaration universelle des droits de l'homme parce qu'ils veulent d'abord la soumettre aux droits de Dieu. Et c'est compliqué puisque nous-mêmes, lorsque nous avons créé l'école publique dans les années 1880, les premiers programmes prévoyaient un jour où il n'y avait pas classe pour que les parents puissent instruire religieusement leurs enfants s'ils le souhaitaient. Et par ailleurs, dans les programmes, on indiquait que la connaissance ne s'opposait pas forcément au devoir envers Dieu. C'était libellé comme ça au début de notre école publique. Alors, c'était un contexte différent, il faut l'éclairer, mais c'est pour montrer que c'est complexe. Donc, ma réponse, c'est on ne recule pas, mais pour éviter de reculer, on anticipe par le dialogue et bien en amont tous ces points litigieux en les annonçant et en expliquant qu'ils sont dans les programmes, non pas pour jouer au plus fort, mais pour dire pourquoi c'est important que chaque enfant puisse avoir accès aux connaissances et en même temps avoir le respect des croyances et traditions familiales. Merci Marie-Annick. Je relaie juste un témoignage de Nathalie qui est de La Réunion. Les représentants des différents cultes, dit-elle, sont constitués en association. Grand champ de connaissances ne sont fois par mois pour discuter de l'actualité et publier des communiqués communs pour réagir face à l'actualité de manière solidaire. Les membres sont invités aux célébrations des autres cultes. Cela est pratiqué généralement dans l'île de toute façon. Bon, ça c'est un côté positif. Et par contre, bon, je rebondis parce que il y a une autre réaction. En fait, il y a une autre réaction pour montrer que c'est pas toujours aussi facile, de Lily qui dit que le partage du buffet autour du buffet républicain, ce partage autour du buffet républicain est déjà expérimenté et donne d'excellents souvenirs. Par contre, la conversation avec les parents qui ne sont pas allés à l'école est très difficile et c'est très difficile de faire comprendre le fait scientifique et la connaissance, entre guillemets, issue de la culture d'origine. Donc, il y a à la fois un témoignage sur le dialogue et l'autre, par rapport à ce que vous disiez, sur la difficulté parfois de ce dialogue avec les parents. Alors, je crois que je rebondis sur les deux. Oui, pour certaines familles, c'est très difficile de faire la séparation entre connaissances et croyances et de faire dans leur tête 200 ans de notre histoire douloureuse et quelquefois violente de séparation des pouvoirs. Donc, il faut pouvoir dialoguer avec eux peut-être de façon particulière. Sinon, ils comprendront que la connaissance s'oppose radicalement à leurs croyances. Et pour la personne qui exposait ce qui se passe à La Réunion, je rappelle que dans l'ensemble du territoire français, qui n'est pas que métropolitain, il y a des endroits où la séparation des églises et de l'État, pour des raisons historiques ou enfin historiques en général, n'est pas aussi tranchée ni aussi enfin n'est pas aussi tranchée qu'on pourrait le croire. L'Alsace
n'a pas exactement les mêmes distinctions entre État et culte. Et dans certaines parties d'outre-mer, c'est la même chose. Et puis, on a aussi, lorsque j'avais posé la question, est-ce que la République est athée, je rappelle que la République salarie quelquefois des religieux pour donner des prestations religieuses parce qu'elle défend les croyances et qu'à certains moments, par exemple, si vous êtes hospitalisé et que vous voulez une petite messe pour vous, on fera venir un religieux et il aura sa tenue religieuse et ses moyens de culte. Et c'est pareil si vous êtes un soldat mourant sur un territoire étranger et que vous voulez un culte bouddhiste pour préparer votre karma. Écoutez, merci beaucoup Mariannick. Je pense qu'il n'y a pas d'autres grandes séries de questions, à moins que vous vouliez conclure par un autre élément. La conférence, de toute façon, était prévue jusqu'à 17 h. On a un petit peu débordé parce qu'on a un peu aussi attendu au début que tout le monde se connecte. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que les fiches pédagogiques, le contenu de cette conférence en vidéo, et ainsi que les commentaires ou le dialogue avec Mariannick se poursuivent sur Léa. Donc, vous pouvez trouver sur léa.fr les fiches pédagogiques dans le dossier que nous avons mis en ligne il y a longtemps déjà, il y a plus d'un mois, sur les valeurs républicaines. Et vous le retrouverez aussi dans la page dédiée au webinaire avec la vidéo du webinaire et la possibilité de poser des questions à Mariannick et un futur groupe de travail qui sera ouvert. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci Et je beaucoup. pense que voilà, et nous mettrons les textes aussi, puisque vous pouvez les utiliser déjà en salle des maîtres, déjà avec vos collègues. C'est là-dessus que je voudrais insister pour finir. Ne vous lancez pas tout seul. Parler de religion, c'est un peu comme parler de sexe. Ça vous touche de près, que vous soyez religieux ou non. Et il vaut mieux déjà confronter votre vision à celle de vos collègues. Donc, d'abord, dans la salle des maîtres, Voltaire, les Dogons, Bouddha, la chapelle Sixtine, et puis ensuite, vous verrez comment vous pouvez, avec les parents, les associer tout du long de ce projet qui dure plusieurs mois. Donc, on a le temps d'échanger des documents, de mettre des choses dans les cahiers des enfants, des résumés sur ce que c'est qu'une connaissance, pour que personne ne se sente exclu et qu'en même temps, que personne parmi les enseignants n'ait à reculer devant cette mission de distinguer les connaissances et le reste. Merci infiniment, Mariannick. Les contenus, je le rappelle, sont disponibles en ligne sur Léa, la vidéo de la conférence que vous voyez actuellement, les fiches pédagogiques, le dialogue continu avec Mariannick, et il y a les pages dédiées, le dossier sur la laïcité. Et je donne le mot de la fin à Sylvie qui dit merci beaucoup à la suite de beaucoup de personnes qui ont suivi le webinaire. On aimerait que cela dure plus longtemps. Il y a tellement de choses à dire encore sur la laïcité. Bon, eh ben, merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire, mais surtout, on peut les dire et on peut les faire. Voilà, tous Merci ensemble. beaucoup à tous. Merci Marie-Annick. Et à bientôt sur Léa avec les contenus et le groupe de travail. Ok, au revoir. Au revoir à tous. Bon courage.